I get a black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Et aujourd'hui, on va faire un petit sujet auquel je pense depuis un petit moment, mais bon, c'est aujourd'hui que j'ai le temps de le faire. Booba est-il le Jay-Z français? Je vais plutôt faire un parallèle entre la carrière en fait de Booba et de Jay-Z. Ça m'a été inspiré sur Twitter il y a très très longtemps quand j'avais dit que Booba était un petit peu le Jay-Z français et qu'il y a une meuf qui connaissait pas forcément pas grand chose en rap qui m'a dit n'importe quoi, mais bon, j'ai eu la flemme de lui expliquer sur Twitter, donc je viens vous expliquer aujourd'hui ce que j'entends par là sur ma chaîne YouTube. Booba a dit il y a un petit moment dans Fœtus, inspiré par Martin Luther et Sean Carter. Donc Martin Luther, je vais pas répéter c'est qui, mais Sean Carter, bien sûr, c'est le nom officiel de Jay-Z. Meneur, leader, black entrepreneur, inspiré par Martin Luther et Sean Carter. Et en faisant ça, il a placé un peu Jay-Z comme une inspiration dans la vie, une inspiration de carrière, un modèle, etc., etc. Tout comme du coup son leader de pensée, Booba est un petit peu synonyme de rap français depuis environ 20 ans, tout comme Jay-Z est synonyme de rap Kenry depuis plus de 20 ans maintenant. Donc j'ai envie un petit peu de revenir sur leur parallèle, là où d'autres générations, les nouvelles générations vont plus avoir des références comme PNL, comme Nino, en Amérique comme Drake, etc., etc. La référence du rap pour beaucoup de gens de ma génération, c'est Booba, et en Amérique, c'est Jay-Z. Il faut absolument que les gens comprennent ça, que il y a beaucoup de rappeurs qui ont eu un très très gros succès, mais la référence, le Don Dada entre guillemets du rap, si tu demandes actuellement en tout cas en vie, c'est Jay-Z. Comme dit Elliot Wilson, c'est un journaliste qui a travaillé pour pas mal de revues et papier à l'époque en Amérique, comme je crois que c'est lui qui était sur XXL, pas la chaîne que vous connaissez tous, mais bien un magazine papier, et qui aujourd'hui fait le podcast Rap Radar, qui a interviewé Drake, Jay-Z justement, etc., etc. Donc voilà, c'est un vrai vétéran du game. Quand il a une phrase intéressante où il dit: si je te demande qui est le meilleur rappeur, Kenry, et tu me réponds autre chose que Jay-Z, c'est que tu me dis pas qui est le meilleur rappeur quand on prend tout en compte. Tu me dis qui est ton rappeur préféré. Et ça, c'est vraiment deux trucs qui sont très très différents. Et je pense que pour Booba, c'est à peu près la même chose. Si je te demande qui est le meilleur rappeur, si tu prends tout en compte et que tu me réponds autre chose que Booba, au final, tu m'as pas donné le meilleur rappeur, tu m'as donné ton rappeur favori, le rappeur que tu préfères écouter. C'est vraiment deux choses différentes. Mais du coup, c'est parti pour observer les parallèles et les différences entre ces deux GOAT, comme on dit, puisque bien sûr, ça peut pas être Rof, le GOAT, même s'il a sorti un son qui s'appelle GOAT, vu que le son lui-même n'a pas fait 1 million de vues en 8 mois. C'est-à-dire que même les artistes antillais font plus de vues. Vous allez dire que j'appuie sur Rof, mais c'est trop facile. C'est trop facile, il donne le bâton pour se faire battre. On va commencer le premier parallèle entre Booba et Jay-Z, bien sûr, par le fait que personne de base ne voulait les signer et ils ont dû créer leur label. Donc bien sûr, maintenant 20-30 ans après, on est en mode ah c'est des génies, ils ont créé leur label, etc., etc. Mais ça venait plus de nécessité que d'envie. De base, s'ils pouvaient signer en maison de disque à l'époque, ils l'auraient fait. Jay-Z et ses comparses, donc Damon Dash et Biggs Burks, ils ont créé Rocafella parce que personne ne voulait signer Jay-Z. Il est trop vieux, il est pas assez LL Cool J, il est pas assez Tupac, il est pas assez glamour, donc personne ne veut le signer à ce moment-là. Booba, c'est plus ou moins pareil avec son groupe Lunatic qui font du rap très très sombre. C'est pas du tout de la Funky Family, du Danseur le Mia ou etc., etc. Je sais pas si c'est ce qui pétait à cette époque-là, mais en tout cas voilà, c'est pas du MC Solar, Bouche de là, etc. Donc je pense que c'était assez compliqué de signer, même s'il y a sûrement des groupes de ce style-là qui signaient, mais en tout cas eux, c'était compliqué et ils ont fini par sortir en indépendant et du coup ils vont avoir un record genre de premier album de rap indépendant à faire disque d'or.
quand on le dit là comme ça peut sembler au calme, mais vendre, je crois que c'était 100 000 le disque d'or à l'époque. Ouais, il me semble. 100 000 en étant un groupe super sombre à la Mobb Deep, sans single, sans rien. C'est incroyable. Il me semble que si on compare le premier album de Jay-Z, le premier album de Lunatic, proportionnellement, Booba a même plus de succès avec Lunatic que Jay-Z. Il me semble, c'est à vérifier, mais il me semble en tout cas. Et ça restera pendant la carrière des deux un point très important pour eux, travailler avec la machine, dans la machine, mais pas en étant employé de la machine, pas en étant esclave de la machine, en travaillant en partenaire avec les labels, en partenaire avec ceci, en partenaire avec Universal, en partenaire avec Def Jam, etc. Mais jamais en étant l'artiste du label. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup maintenant. Je suis en indé, mon contrat, combien de pourcents je touche, etc., etc. Et déjà, dès 1996, 2000, etc., ces deux rappeurs-là, par la force des choses, parce qu'ils étaient bien entourés, etc., businessment parlant, par la force des choses, ils pensaient déjà comme ça très, très tôt. Jay-Z, le Rocafé, là, finira par travailler avec Def Jam en collaboration. Ensuite, je vous la fais courte, il va finir par quitter Rocafé là et devenir le président de Def Jam. Ça s'est pas fait aussi simplement que ça. Mais voilà, c'est encore un autre parallèle avec Booba qui du coup va quitter le label avec lequel il a commencé, même s'il va devenir président de rien du tout. Ce qu'il aurait peut-être pu faire, Booba aurait sûrement dû à un moment ou à un autre devenir président d'un grand label historique de rap, mais bon, on sait que le rap français c'est compliqué, mais en tout cas voilà, c'est le premier parallèle, c'est ce côté indépendant des labels, businessment parlant, on est notre propre entité. Du coup, bien sûr, non seulement ils auront du succès, mais ils n'auront jamais à manger des pourcentages ridicules de ce succès. Ce succès vient d'où? Deuxième point, ce sont des artistes qui sont au-dessus du lot. Donc pourquoi au-dessus du lot? Comme je vous dis souvent, si on prend en compte le tout, flow, lyrics, impact sur la culture, héritage, longévité. Si on prend vraiment tout en compte, succès, si on prend vraiment tout en compte, c'est impossible de donner un rappeur devant Jay-Z et devant Booba, respectivement en France et en Amérique. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Effectivement, ni Booba ni Jay-Z n'ont jamais été des méga stars comme ont pu l'être Eminem, Diams, 50 Cent, Maître Gims, etc. Ils ont jamais été ce genre d'artistes parce que ce ne sont pas des artistes pop. Même si Jay-Z a réussi un petit peu à aller plus loin vers la pop que Booba a réussi à le faire parce que l'Amérique déjà c'est un autre univers. Mais ils n'ont jamais été effectivement ce genre d'artistes qui ont des disques de diamant, etc. Booba a des singles de diamant probablement, mais voilà, ils n'ont jamais eu un album où c'est vraiment genre leur thriller. Donc pourquoi à ce moment-là je dis qu'ils sont quand même devant ces artistes qui ont des disques de diamant, etc., etc., qui ont des ventes de fou. Je vais prendre un exemple assez simple. Je pense que tous ceux qui me regardent aujourd'hui ont déjà joué à Mario Kart. Imaginons on joue, ça peut être Mario Kart, ça peut être un autre jeu vidéo ou un autre sport, bref. Imaginons on fait 10 championnats à Mario Kart. On fait 10 championnats avec les gars, machin. Sur ces 10 championnats, je gagne 3 fois le championnat, quel que soit l'ordre. Et pour les 7 autres, je gagne pas le championnat, mais je suis toujours minimum dans le top 3, je suis toujours pas loin en tout cas du premier. Et mais les 7 autres où j'ai pas gagné, c'est toujours quelqu'un d'autre de différent qui gagne. C'est-à-dire que c'est pas genre un autre gars qui a gagné 7 fois le championnat quand je n'ai pas gagné. Au final, si on fait la somme de ces 10 championnats, qui est-ce qui sera le vainqueur de la décennie, en tout cas des 10 championnats? Ce sera moi. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai gagné 3 championnats, mais en plus dans les 7 autres championnats, je suis toujours très très près du top quand les autres qui ont gagné les autres années ont déjà disparu. Donc je vais clarifier pour que vous compreniez comment ça s'applique à Booba et à Jay-Z. À un moment M, Ja Rule vendait plus que Jay-Z. Eminem a vendu plus que Jay-Z, je pense quasiment à chaque fois qu'il a sorti des albums dans la même période. Même à un moment, Nelly a vendu plus que Jay-Z. Mais Jay-Z a toujours été là, même quand 50 Cent a vendu plus que Jay-Z, je crois en 2 albums, il a vendu quasiment tout ce que Jay-Z a vendu sur sa carrière. Mais Jay-Z a duré beaucoup plus longtemps. Je vais vous prendre un exemple. 50 Cent, quand il a fait Get Rich or Die Trying, c'était genre 2002-2003. C'est son premier succès, In The Club, machin, etc., etc. Le dernier succès vraiment commercial de 50 Cent
au niveau pop, c'est genre Eyo Technology avec Justin Timberlake qui est sorti en 2007. Ce qui veut dire que le règne, entre guillemets, de 50 Cent a duré de 2003 jusqu'à 2007. C'est à peu près 4 ans. Et après ça, les albums de 50 Cent n'ont plus jamais vraiment été dans la conversation de « Ah ouais, c'est vraiment l'album de l'année, ah il a vendu tant, etc. etc. » Après sa défaite avec Kanye West, 50 Cent a plus ou moins disparu de ce statut de big dog du rap US actuel en tout cas. C'est la même chose pour Nelly. C'est un petit peu moins pareil pour Eminem, mais c'est aussi plus ou moins pareil dans le sens où Eminem, il va vendre beaucoup, mais dans la culture, on va pas parler d'Eminem en mode, tu vois, si je vous demande c'est quoi le dernier single d'Eminem qui a vraiment eu un impact sur la culture, allez, peut-être Rap God et encore, tu vois, c'est vraiment et encore. Jay-Z a sorti son premier tube en 98, je crois. 99, 98, je sais pas, c'était Hard Knock Life. It's a hard knock life for us. Yeah. Bon, là, il a triché pour pouvoir avoir le sample, etc., etc. C'est toute une histoire. 1999. Le dernier tube de Jay-Z, on va dire que c'est, si on veut rester honnête, on va dire Niggas in Paris avec Kanye West en 2011. Si on veut lui donner un petit peu encore de boost, on dit Magna Carta Holy Grail avec Justin Timberlake, ça passait tout le temps à la radio, etc. C'est de la triche, il y a Justin Timberlake, mais bon, bref. On peut éventuellement le compter, 2013. Et même si on va plus loin, 444, qui est sorti en 2017, déjà, tous ces albums sont disques de platine, tous, il me semble. Et même 444 a un impact sur la culture, c'est-à-dire que quand tu entends The Story of O.J., voilà, ça a un impact sur la culture, black nigga, still nigga, tout le monde, il y a des gens qui disent ça sur Twitter, ça a été dans la discussion hip-hop pendant super longtemps, voilà. Mais si on veut, allez, on va s'arrêter, on va dire à 2013-14 environ pour Jay-Z, on parle quand même de 1999 pour arriver à 2013-2014, donc on est quasiment à environ 15 ans vraiment dans la culture. Et c'est pour ça que Jay-Z est devant des gens qui même ont eu des disques de jam, etc. Parce que lui, il est sur la longévité, il est toujours dans la culture. Et puis là, un héritage de ouf. Rihanna, Kanye West, c'est lui qui a fait péter Memphis Bleak, Benny Siegel, J. Cole, voilà. J'en passe des meilleurs. Là où Eminem n'a pas vraiment d'héritage. Là où 50 Cent, il a eu G-Unit, mais ça n'a pas vraiment duré. Donc, si on compte vraiment tout en compte, Jay-Z est forcément au-dessus du lot dans le rap US. Et en rap français, j'ai même pas besoin de vraiment élaborer de ouf. Si on prend le premier album solo de Booba, 2000 avec Temps Mort, si on prend le dernier vrai bon album de Booba, indiscutable, c'est Neo Nemesis, 2000-2015, ça fait 15 ans. Donc les deux, ils ont vraiment une longévité, et puis voilà, lyrics, flow, etc. Je vais pas revenir sur pourquoi les gars sont super forts, mais les gens qui sont dans leur niveau de talent n'ont pas leur longévité. Pas du tout même, non, ni leur longévité, ni leur impact sur le game. Par exemple, Booba, il y a des gars qui rappent bien. Il y a des Lino, il y a des Rof, dans un autre style. Il y a Kerry James. Mais les gars, ils ont pas la même longévité au top, vraiment en haut du game, dans la compétition, vraiment. Il y a des gars, ils sont là, on les respecte, ils sortent un album, ok, cool, tu vois, comme Kerry James, mais quand Kerry James sort un album, c'est pas, ah ouais, l'album de Kerry James, etc., comme ça là, longtemps été pour Booba, et même Jay-Z, si Jay-Z là, ils sont en album, le game, la culture hip-hop US va s'arrêter et va écouter cet album de Jay-Z. Donc c'est vraiment là que je dis, ils sont au-dessus du lot. Et pour avoir cette longévité, Booba, comme Jay-Z, ont dû accepter le fait qu'il faut être radio-friendly. Il faut être dans le mainstream. Parce que de base, ce sont deux rappeurs vraiment purs et durs. Si tu écoutes Reasonable Doubt de Jay-Z, à part Ain't No Nigga, t'as pas de son qui peut passer en radio, finalement ça va devenir des classiques qui jouent en concert et ça fonctionne de ouf, comme Black President, Can I Live, Politica Usual, etc. Mais c'est pas un album très radio-friendly et c'est pour ça que l'album va pas vraiment fonctionner à sa sortie. Et au fur et à mesure du temps, Booba, idem, c'est vraiment un rappeur pur et dur, t'écoutes Mauvaise Oeil, t'écoutes Temps Mort, voilà, t'as pas de single radio dessus. Et c'est sur la réédition de Temps Mort, du coup, que Booba, qui maintenant est en clash avec Skyrock, etc., mais il a quand même
eu à se faire accepter par le game, par l'industrie, et à faire Destiny avec Kaina Samet, la Kaina dont il parle dans Kaina, une petite chanteuse pour que le refrain passe bien, etc. Et ça a été du coup son premier succès. Et Fred raconte souvent que voilà, Booba faisait des tours du périph' pour s'entendre passer à la radio. Donc c'était important pour lui de passer à la radio, comme c'était aussi important pour Jay-Z, parce que les gars, ils sont dans ça pour l'amour du son, oui, mais ils sont aussi là pour le succès. Et c'est ce que Jay-Z au fur et à mesure va faire avec Hard Knock Life. C'est pour ça qu'il va vraiment insister pour pouvoir clear ce sample, et au fil du temps il va te faire des Big Pimpin', il va faire Empire State of Mind, il va faire I Just Wanna Love You avec Pharrell, il va faire Change Clothes avec Pharrell, il va faire apparaître au Frontine, il va faire Crazy in Love avec sa femme, il va faire Niggas in Paris avec Kanye West. Il va tout le temps avoir le single, et c'est ça qui est important. C'est ce qui différencie un très bon rappeur et un grand rappeur. C'est sa capacité à être un très bon rappeur, à kicker, à faire du flow, à avoir des lyrics, à avoir des métaphores, et aussi à savoir être dans le mainstream. C'est pour ça qu'Eminem, il est très très respecté par beaucoup de gens, parce que non seulement c'est un rappeur super technique, lyrical, criminal, m'en passe après ça, dans l'hôpital, etc., il va faire des rimes de ouf, mais quand il fait ces tubes friendly, que je déteste moi en plus, des trucs comme Without Me, etc., que je déteste, ou I'm Not Afraid, ça lui permet de vendre énormément, et donc ça le rend encore plus big. Et c'est ça que Jay-Z a en plus que des artistes comme, justement, il y a un lyrics où il dit que genre, en gros, il y a un rappeur très fort de Chicago qui s'appelle Common Sense, et il dit, je voulais rapper comme Common Sense, mais j'ai vendu tant de millions d'albums et j'ai plus rappé comme Common depuis. Donc, I wanted to rhyme like Common Sense, but I sold 5 mil and I rap like Common Sense. Donc, la rime, c'est Common Sense, qui est le nom de rap de Common, et Common Sense, depuis, Since, Sense, bref. C'est une belle punchline. Et ça retranscrit parfaitement l'évolution de Booba aussi. Booba, tout le temps, on lui dit, ouais, non, pourquoi tu rappes pas comme sur temps mort, etc., etc. Mais si Booba rappe comme sur temps mort, il va pas vendre autant que s'il fait des DKR et des 9 de Yviron et de Au bout des rêves et des etc., etc. Donc, un parallèle qu'il y a encore entre eux, c'est qu'ils ont su rester très très forts, avoir des classiques, Bitume avec une plume, Pitbull, Mauvais Garçon, 4G, voilà, au fil des années, Jay-Z pareil. Mais ils ont aussi su ouvrir le public, comme dit Jay-Z, I spartan up, open the market up. C'est-à-dire, j'ai été plus malin et j'ai rendu le marché plus grand. Et c'est ça un gros parallèle. Par exemple, si tu différencies Booba et Lino, Lino, il a aucun tube. Je peux pas te citer de tubes solo de Lino qui ont vraiment marqué. Tandis que Booba, je peux t'en citer plein. Et voilà la différence entre comme je dis, un très bon rappeur et un très grand rappeur. Et cette acceptation du commercial, du coup, va créer une sorte d'opposition, de rivalité avec leurs némésis respectifs, qui sont Nas et Rof, respectivement, des artistes avec qui on va les comparer, je pense, pendant toute leur carrière, avec qui à un moment aussi, ils ont été en clash, ce qui crée de nouveau un parallèle entre Booba et Jay-Z. Et une comparaison qui est une opposition même qui est assez hypocrite, dans le sens où souvent on va placer Nas et Rof en mode le vrai hip-hop, la rue, les vrais gars, etc. Et Booba et Jay-Z parfois un peu dans pop, machin, etc., commercial. Alors que, voilà, Nas et Rof, par exemple, Nas, il a fait des sons avec Hilson, avec R. Kelly, il a pu faire Uchi Wally, qui est un son pour les meufs, récemment, il a fait un son honteux avec Lil Nas X, mais on va jamais retenir ce côté-là. Il y a Rof, pareil, qui fait du trap, qui utilise du vocodeur, il critique Booba qui se met buste nu et met de l'huile, lui aussi il fait pareil dans le clip de Cassos Music, voilà, c'est-à-dire qu'il parle de son oseille aussi, mais comme il parle des fois de religion et il a beaucoup de son conscient, on va oublier cette facette de lui, alors que cette facette de lui existe et qu'en plus moi j'aime cette facette de lui. Mais c'est encore du coup un parallèle entre les deux, ce côté où t'as le Sangoku qui est Booba et qui est Jay-Z, et puis tu as le Vegeta qui est en numéro 2 mais qui accepte pas d'être numéro 2. Nas accepte, c'est plus Rof qui n'accepte pas, mais c'est plus les fans de Nas qui veulent à tout prix, même en ayant clairement une décennie où Jay-Z est loin devant Nas, qui veulent toujours placer Nas au-dessus en mode non,
je m'en fous. Il est au-dessus. Il peut rien vendre, ne pas du tout avoir le même succès que Jay-Z. Il peut n'avoir lancé aucun big artiste. Il est quand même devant. Et c'est un petit peu ce côté. C'est pour ça que c'est un peu leur némésis à mes yeux. Il y a d'autres liens. Il y a le premier solo classique, Some More Reasonable Doubt ou bien Mauvais Oeil. Il y a le collectif que tu quittes pour créer une version 2.0. Donc Rockefeller, il y a eu la chute de Rockefeller, le clash avec Dame Dash, et ensuite il a créé Roc Nation, et il a créé un renouveau avec Rihanna, J. Cole, etc. Booba, il a quitté son label, il a fait son petit bonhomme de chemin, il a fini par lancer de nouveaux artistes comme Caris, même s'il l'a pas signé, Damso, Shai, là récemment les autres gars qui le lancent plus récemment là. Donc voilà, il y a aussi ce parallèle là. Il y a le parallèle de la diversification du business. Je pense que c'est vraiment quelque chose que Booba a beaucoup regardé chez Jay-Z, et il est un petit peu le seul rappeur à l'avoir accompli en France. Le côté je vends ma musique, avec ma musique je fais une marque de vêtements qui a beaucoup de succès. Rocawear, ça a eu beaucoup de succès. Uncut, ça a eu beaucoup de succès. Ensuite, je vends de l'alcool. Jay-Z, il a son champagne, j'oublie le nom. Armand de Brignac, je crois. Booba, il a son DUC. Mais voilà, c'est pas du tout la même échelle. Mais on connaît. C'est à peu près, c'est la même démarche. Jay-Z devient diffuseur de musique en rachetant Tidal. Booba ne peut pas racheter un truc de stream parce que voilà, l'échelle est compliquée. Donc, il lance au calme. Ok, ça finit par faire un flop dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Mais voilà, il y a cette idée de vouloir se diversifier au maximum. Jay-Z a fait un livre, Booba a fait un livre édition collector. Il y a aussi ce côté business que, bon, beaucoup de rappeurs ont pris sur Jay-Z, mais je trouve que Booba, c'est le rappeur français qui est le plus proche de réussir à vraiment créer un empire aussi divers et avec autant de succès. Il y a eu d'autres marques de rappeurs français. Distinct, ça a pas fonctionné. La Fouine Swag, ça a pas fonctionné. Royal Wear, ça a fonctionné de ouf, mais c'est pas vraiment une marque. C'est la marque de Sully Céphile, mais on n'identifie pas ça comme la marque de Sully Céphile. Donc voilà, Booba, je trouve que c'est celui qui a vraiment le plus suivi le blueprint, sans vouloir faire de jeu de mots, de Jay-Z. Et puis il y a ce côté éternel pré-retraité. Tu vois, Booba, il parlait déjà de prendre sa retraite en 2008, bientôt le rap, je vous le garantis, il disait ça sur 09, il a fait environ 150 albums après ça. Jay-Z, il a pris sa retraite de base en 2004-2005, ça a duré 1 an, il est revenu juste après avec Kingdom Come. En 10 ans après, ils sont toujours là à nous sortir des fois des sons, des fois des couplets. Booba, il a annoncé une retraite, il a sorti 70 sons après son dernier album. Voilà, donc c'est un petit peu ça aussi qui les lie. Mais bien sûr, il y a les différences. Jay-Z, c'est quelqu'un de très calme, très posé. Booba, sur les 10 dernières années, il va faire 150 000 clashs. C'est pas du tout le style de Jay-Z. T'as jamais vu Jay-Z s'énerver. T'as jamais vu Jay-Z dans une grosse polémique avec un autre artiste. Voilà, Jay-Z est même devenu businessman dans le monde corporate, ce que Booba ne pourrait jamais vraiment faire. Et puis Booba, il est vraiment allé très très loin dans le côté compétition avec les jeunes. Je fais du vocodeur, je fais de la Zumba, etc., etc. Ce que Jay-Z n'a vraiment jamais fait. Il a jamais cherché à vouloir être le nouveau Drake. Ce que Booba aurait clairement voulu faire. Je pense que c'est ça la plus grosse différence entre eux. Si on veut clairement voir la différence entre Booba et Jay-Z sur les 10 dernières années, il suffit de voir la vidéo de Booba à l'aéroport ou la vidéo de Booba qui se bat avec la fouine et la vidéo de Jay-Z qui fait tout pour ne pas rendre Solange dans l'ascenseur. Et pour moi, ça englobe toutes leurs différences, même s'ils sont très très similaires comme je viens de vous le montrer depuis ces quelques minutes. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous êtes d'accord avec moi, que vous voyez où j'ai voulu en venir. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce parallèle Booba, Jay-Z, à vous abonner à la page, à liker la vidéo. Toute bagaille, c'était Specta pour FBI, Fucking Baby International, le tour du monde, aller-retour. Gone! DEA and the FBI. Fucking baby, expect I say so.